Bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, bah écoute, je vais très bien. Comme Super. d'habitude, toujours un sourire superbe, c'est vraiment un réel plaisir de faire cette émission avec toi. Je n'aurai de cesse de le dire d'ailleurs certainement à toutes les émissions. Ça me fait plaisir. Gâte-toi. Alors Bruno, la semaine dernière, on avait fait une superbe émission et cette semaine-là, on parle tout simplement des relations. Alors des relations, tous les jours, forcément, on est en relation Tout le temps. volontaire ou involontaire, avec son conjoint, sa conjointe, sa famille, ses enfants, ses amis, son travail, enfin bref, relations positives ou relations négatives, voire toxiques. Hein. Quel est ton avis justement d'expert sur ce domaine-là? Alors, il y a une relation que tu as oubliée, c'est la relation qu'on a avec soi-même aussi. Oh oui, super important parce que celle-là, on peut pas la rater. En plus de Non, ça, on est mal pris parce qu'on vit avec toute sa vie. oui, c'est exactement ce que je dis à mes clients souvent. Je leur dis, la personne avec qui vous avez passé le plus de temps, c'est vous. Donc, vous avez intérêt à soigner votre relation. Mais d'abord, et je pense que c'est vraiment le cœur. J'avais donné tout un séminaire là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que nous sommes des êtres sociaux avant tout. Nous avons des relations et à travers toutes les relations, on aspire au bonheur, on aspire à connaître l'harmonie, on aspire à avoir. Je connais personne qui a envie d'avoir des relations affreuses, mais pourtant, il n'y a rien à faire. Des fois, on a des relations affreuses. Ouais, ça arrive. Hein. Oui, donc, mais on va voir aussi que sur le fond, c'est pas par hasard. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de cette relation qu'on a avec soi-même, parce qu'on va voir à quel point la relation qu'on a avec les autres est directement affectée par le rapport qu'on a avec soi-même. D'ailleurs, on a parlé de la confiance en soi la dernière Ouais. fois. On verra justement une personne qui manque de confiance en elle, eh bien, elle va avoir de grandes difficultés à avoir des relations épanouissantes avec les autres, parce qu'elle est toujours dans la crainte, toujours dans la peur, toujours dans le doute d'elle-même. Et chaque fois, par exemple, une personne va lui faire une remarque, elle va justement se blesser avec parce que justement, elle a une mauvaise relation avec elle-même. D'accord. Donc on va voir que tout ça, c'est interdépendant. Et on va voir aussi que justement, les gens qu'on rencontre, c'est pas par hasard non plus. Là, il y aura beaucoup à dire, parce que dans le décodage biologique, justement, on en parle, on montre à quel point toutes ces mémoires qu'on porte en nous, en fait, vont se matérialiser dans nos relations à l'extérieur. Et donc, si on rencontre tel ou tel individu, eh bien, on va voir que c'est vraiment pas le fruit du hasard. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Donc pas le fruit du hasard. Donc toutes les personnes qui viennent à nous, les relations qu'on peut avoir, elles sont quelque part prédestinées. Alors, il y a un truc très simple à comprendre, c'est imaginons 10 personnes dans une situation absolument identique. Personne n'aura le même rapport à la situation. Personne ne réagira de la même façon. Une personne, euh, certaines personnes vont éprouver un malaise, d'autres au contraire, ça va les laisser, ils vont garder leur sérénité, leur tranquillité, parce que on porte en nous, on a une perception, une représentation de la réalité qui est très différente et qui est teintée directement justement par notre histoire personnelle. Et donc on va voir justement dans nos relations, c'est pareil. Le rapport qu'on a avec les autres, on peut dire, je sais pas, je prends l'exemple d'une personne qui nous insulte. Ouais, on peut imaginer 10 personnes différentes et 10 personnes qui vont avoir une réaction différente. Une personne, je reprends l'exemple d'une personne qui a confiance en elle, qui est campée dans une bonne confiance en elle. À la limite, elle va être capable d'écouter la personne en lui disant, bah, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se Mm. passe? Pourquoi tu as cette réaction agressive? Je comprends pas. Elle va rester très tranquille, va être même capable d'écouter justement son vis-à-vis. Et on peut imaginer une autre personne peut-être qui a une tendance plus colérique, mais ça veut dire que si elle a de la colère, si elle réagit par la colère, c'est que soit elle a peur, soit ça réveille autre chose. Et, euh, et donc elle va avoir une réaction défensive parce que ça réveille quelque chose. Et on peut imaginer une autre personne, justement, qui va complètement s'effondrer, qui va perdre ses moyens, qui va douter d'elle, etc. Parce que là encore, elle, une autre histoire. Donc on va voir que c'est pas tant l'extérieur qui est la difficulté, qui est le problème. Comme disait un sage avec qui j'ai travaillé, il disait toujours, c'est pas les situations extérieures qui sont le problème, c'est pas les autres qui sont le problème, c'est l'attitude que vous avez, la façon que vous avez de vous positionner, comment vous accueillez ça. La perception aussi, j'imagine. Mais oui, et c'est pour ça que je parlais justement du rapport qu'on a avec soi. On va voir à quel point la Mm. façon qu'on a justement d'accueillir nos propres réactions. Parce que euh, on a tendance à s'identifier à nos pensées et nos émotions, et on part littéralement dedans. Un jour, d'ailleurs, j'ai longuement pratiqué avec une personne qui faisait du décodage biologique. Elle donnait un exemple tout bête. Elle disait, imaginez, bah, je prends mon exemple, je suis blanc,
Une personne me traite de nègre, je vais rigoler, parce Ouais. que je sais très bien que c'est pas vrai. Parce que j'ai pas de mémoire de nègre. Et puis voilà, ça m'affecte pas parce que ça ne repose pas sur une réalité. Mais donc, si on n'a pas justement ces mémoires en nous, par exemple, une personne justement essaie de nous dévaloriser. Encore une fois, je reprends l'exemple. J'ai vraiment confiance en moi, j'ai une Hmm. bonne estime de moi, j'ai une bonne conscience donc de ma valeur. Bah, la personne n'arrivera pas à me déstabiliser parce que ça ne réveillera rien. Donc, je vais rester tranquille. Donc, c'est pour ça que quand on dit personne toxique, oui et non. Parce qu'en réalité, les personnes toxiques ne peuvent, excuse-moi le terme un peu familier, ne peuvent emmerder que les personnes qui se laissent emmerder, justement. Parce qu'elles ont justement ce genre de mémoire de dévalorisation. C'est la fameuse histoire du bourreau et de la victime. En Hmm. fait, le bourreau n'existe que parce qu'il y a une victime. Et si la personne justement a des mémoires de dévalorisation, elle a justement un mauvais rapport avec elle-même, eh bien, elle va se laisser dévaloriser par justement son bourreau. Mais le jour où elle retrouve une saine estime d'elle-même, où elle est bien dans sa peau, bah, le bourreau, il est au chômage, hein, c'est fini. Hmm. Il Hmm. peut, il peut essayer de trouver une autre victime. Donc, en fait, ce qui compte, c'est comment est-ce que toi tu te sens avec toi. Ça rejoint un petit peu le thème de la première émission, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais bon, tout le monde n'a pas cette confiance en soi, cette estime de soi qui permettent d'être inébranlable face justement à une intervention d'une personne extérieure et de cette fameuse relation. Comment ça se gère ça? Alors, il y a deux choses. Je pense que là, c'est vrai que c'est indispensable. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement, en tout cas. C'est justement de faire un terme que j'aime pas du tout, je vais l'employer, mais un travail sur soi. C'est-à-dire vraiment arriver à se Mm. débarrasser de ce genre de réaction parce que, à la base, pour reprendre la pensée bouddhiste, qui disent que, en fait, ils disent c'est l'esprit qui est le créateur. Ils disent ça comme ça, ils disent l'esprit est le créateur du nirvana et le créateur du samsara. Autrement dit, c'est le créateur de la souffrance et du bonheur. Et donc, on va voir qu'est-ce qui nous fait souffrir en réalité, c'est ce qui s'élève, encore une fois, la conscience. C'est-à-dire la jalousie, la colère, la peur, l'orgueil, enfin, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les facteurs perturbateurs de l'esprit, parce qu'ils perturbent l'esprit. C'est pas, encore une fois, je reviens sur cette base, mais elle est vraiment, c'est vraiment important de la comprendre. C'est que il faut comprendre que c'est pas l'autre. L'autre, c'est le prétexte Mm. à justement cette mauvaise relation qu'on a avec nous-mêmes. S'il arrive à nous blesser, c'est parce que justement on a des blessures. Alors comment ça se gère justement très concrètement? Donc là, il y a une démarche d'accomplissement personnel à faire, c'est-à-dire qu'on va apprendre justement. Alors moi, je vais donner deux, trois pistes. Je prends l'exemple puisque j'ai parlé en public. Et au début, ben, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de Ouais. stress, il y a beaucoup parce que là, on est justement en relation avec des personnes. Mm. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se servir de notre histoire, c'est-à-dire de ce qu'on a vécu. Par exemple, justement, je parlais en public au début, je commençais avec des petits groupes, mais bon, j'étais stressé, j'étais tendu, et je repassais en fait le film de la situation après dans un état de détente. Et je regardais ce qui s'était passé, et je pouvais voir justement, je me disais, tiens, il y a des choses, parce que quand on est pris dans l'émotion, on ne voit pas ce qui se passe. Mm. Et là, quand on est détendu, on voit ce qui se passe avec le recul, avec le détachement, on se dit, tiens, j'aurais pu gérer ça tout à fait différemment. Donc là, on gère par, comment dire, de manière rétroactive. On révise un peu la copie, en quelque sorte. Donc on fait une espèce de bilan de ce qu'on a vécu et on essaie de voir comment, parce que le cerveau, il est en évolution Ouais. permanente. Il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il est capable justement de faire la synthèse des événements qu'on a vécus. Donc il regarde ce qui se passe et il corrige. Il y a une forme d'autocorrection, à condition qu'on ose regarder. Parce que souvent, les gens, ils veulent plus entendre parler de ce qui leur est arrivé. C'est ça, on C'est a une tendance erreur. à masquer, hein. Voilà, c'est une erreur. Au contraire, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche, une pratique de détente, ce genre de choses, de méditation. Et comme ça, on va pouvoir regarder les choses dans un état justement de grande détente, avec le recul, sans se juger, sans se critiquer, sans se faire du mal, et se dire, voilà ce qui s'est passé, et voilà comment j'aurais pu faire autrement. La Mm. fois d'après, on verra qu'il y a quelque chose qui aura déjà changé. Mm. Et on peut aussi agir par anticipation. C'est-à-dire, par exemple, je dois aller à un entretien d'embauche. Eh bien, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent fait avec les gens. J'aurais dit, notez sur une feuille tout ce qui risque de vous faire peur, de vous Ouais. déstabiliser, de vous mettre mal à l'aise. Et là aussi, c'est pareil. Vous regardez la réponse que vous pourriez donner
justement à cette situation. Comme ça, vous êtes beaucoup plus tranquille si ça arrive. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans la confiance en Oui, tout à soi, fait. Ouais. mais c'est vraiment important parce que c'est toujours... Il faut pas, on parle des multiples relations, mais encore une fois, c'est la relation qu'on a avec soi qu'il faut soigner. D'accord. Donc ça veut dire que, grosso modo, tous les emmerdes que j'ai, excuse-moi le terme, mais tous les emmerdes que j'ai avec mes relations, en fait, viennent de moi. Ouais. Dans beaucoup de démarches, d'ailleurs, on le dit, c'est la vie, en quelque sorte, qui nous remet l'histoire devant nous pour qu'on la corrige. Hmm. C'est parce que, en fait, notre cerveau cherche sans arrêt à corriger les défauts, et jusqu'à ce qu'on trouve l'harmonie. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver, parce qu'on a une aspiration, justement, au bonheur, qui est inhérent à notre nature. Donc, mais il faut, pour arriver à ce bonheur qui est lié à la sérénité d'ailleurs, il faut qu'on arrive à être serein en toute situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une espèce de film qui se repasse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt devant nous, jusqu'à ce que ça ne nous affecte plus, qu'on arrive à trouver la sérénité. Et d'ailleurs, je me souviens, une personne, un jour dans un de mes séminaires, me disait, elle m'avait parlé parce qu'elle avait fait un rêve, elle faisait toujours le même rêve, et puis elle me dit, mais pourquoi je fais toujours le même rêve? Alors je lui ai répondu, mais pourquoi je te répète toujours la même chose? Voilà. Ça aide. En fait, et pourquoi les choses se répètent tout le temps dans notre vie, surtout quand c'est récurrent, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on a toujours la même relation avec le même type de personne. J'ai quitté ma femme, je me remarie, et patacrac, je recommence la même histoire. Ouais. Donc En c'est un fait, je pattern reprends qui mon revient, quoi. histoire là où je l'ai laissée parce que j'ai toujours pas compris. Hmm. J'ai toujours pas appris, j'ai pas appris la leçon. C'est-à-dire que ça se repasse devant moi. Donc j'ai quitté. Et il y en a comme ça, ils en sont à la quatrième, cinquième relation et ils recommencent toujours, toujours et encore. Ou au sein même de leur relation, ils répètent toujours les mêmes choses. Donc Il n'y a rien à faire. ceux-là, ils ont intérêt d'écouter l'émission plusieurs fois, là, Ah oui, oui, pour que ça... tout à fait. Oui, oui. Et moi, je me rappelle, j'avais une amie, c'était extraordinaire. Et le lien était très facile à faire. Moi, je connaissais son père. Son père était militaire, c'était quelqu'un de très autoritaire et tout. C'était un schéma assez simple d'ailleurs. C'est que son patron, enfin, c'était pas son patron, c'est son chef, son supérieur. Elle travaillait dans une banque. Était quelqu'un d'épouvantablement autoritaire. Ok. Et elle en avait marre. Elle en avait vraiment marre. Elle a quitté son boulot. Elle a changé de travail. Et patacrac, elle retombe un tigre D'accord, on avec retombe dans le même autoritaire. pattern, quoi. Hmm. Ouais. Et à un moment, alors elle était venue me voir, c'était très drôle, et elle me dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'en ai marre. Alors, je lui ai dit, et ça va donner des pistes aux gens. Oui, parce que ça, justement, on va revenir sur ce que tu dis. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a un moment ou un autre où les gens, en effet, s'en aperçoivent pas, qui tournent dans le même pattern. Et puis, il y a un moment où ils prennent conscience en disant, bon, ça fait 10 fois que je me tape le mur. Maintenant, là, il y a quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Justement, il faut changer la position. Alors moi, je vais donner un truc très simple. Elle me dit, est-ce que tu as un truc? Je lui dis, oui, mais je suis pas sûr que ça va te plaire, ce que je vais te dire. Et là, Généralement, ça plaît pas toujours. oui, elle me dit, mais si, vas-y, je suis prêt. Alors, je lui ai dit d'abord, bon, je l'ai un peu provoqué dans un premier temps, je lui ai dit, il faut que tu aimes ton patron. Mais tu commences ça, mais ça va pas, il m'en fait voir toutes les couleurs et tout. Je lui ai dit, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Je lui ai défini d'abord ce qu'on appelle la relation mature. Hmm. Je dis, la relation mature, c'est une relation où il y a un échange, il y a deux personnes qui sont capables, justement, d'avoir, j'ai envie de dire, c'est même Dalai Lama, quand on le questionnait là-dessus, il disait, qu'est-ce que c'est pour vous une relation mature? C'est une relation où il y a de l'amour et de la compassion. On est capable de mutuellement se respecter, s'aimer et s'apprécier. Et il disait, mais comment je peux apprécier un sale type comme lui? Et je lui Ouais. dis, tu vois, déjà le fait que tu emploies le mot sale type, ça veut dire que tu n'arrives pas à le voir tel qu'il est. Je lui dis, je t'explique. C'est d'abord ton patron, c'est sans doute un homme marié, donc un père de famille, un époux, un père qui s'inquiète certainement pour ses enfants, etc. Je lui dis, et toi, tu ne vois que le patron, c'est-à-dire tu es fixé sur l'aspect autoritaire de l'individu, tu ne vois pas le reste. Et c'est ce qu'on appelle les fixations en psychologie. Ouais. Donc elle n'arrive plus à avoir le recul. Donc elle est pris, et c'est rigolo parce que quand on est pris là-dedans, c'est comme une espèce d'entonnoir, on est pris dedans, on est captivé, c'est comme une forme d'hypnose, quoi. On ne voit plus que ça, on est une espèce d'auréolé là-dedans, on est pris, et on n'arrive pas à voir l'être. Alors je sais que j'ai certaines personnes qui sont pris, justement, qui ont des conditionnements très forts, qui sont très antipathiques et tout. C'est vrai que c'est très très difficile de voir cet aspect humain chez eux parce qu'il est recouvert. Mais il faut que les gens arrivent à comprendre que ce sont des mécanismes de défense. Ce sont des gens qui ont peur et ces mécanismes de défense peuvent aller très loin puisqu'on va vers des choses, des psychoses, donc, ou des gens qui peuvent devenir extrêmement agressifs, très durs, violents, etc. Mais c'est parce qu'on a peur.
en réalité. C'est pas, on se laisse impressionner, mais quelqu'un qui est pris dans la colère, par exemple, qui peut avoir de violentes colères, s'il a des colères, c'est parce que il se protège, il a peur en réalité. Donc je l'ai amené à faire ça. Je lui dis, tu vas penser à ton patron et tu vas essayer de le voir chez lui, avec sa femme, avec ses enfants. Mm. Je lui dis, tu vas même aller plus loin, tu vas essayer d'imaginer son histoire, quand il était enfant, etc., tout ce qu'il a pu vivre, les difficultés qu'il a rencontrées, etc. Et puis, elle a fait ça à un moment, elle a quand même osé, dans un moment de détente, et elle a pensé, au début, elle m'a dit, je t'avoue que j'ai eu du mal, elle m'a raconté, j'ai eu un moment de colère à ton égard. Je lui ai dit, c'est normal, je C'est comprends. correct, oui, c'est Moi, je ça. suis passé par là aussi. Mais elle a pratiqué. Et elle m'a dit un jour, c'est assez extraordinaire, j'avais le sentiment que quelque chose était en train de changer en moi. Et puis, elle a demandé, il y a un moment, elle s'est dit, parce que bon, il continuait à se comporter de la même façon, mais le fait qu'il ait pratiqué comme ça Ouais, rendait vraiment la situation encore plus insupportable. Et je lui dis, c'est très ouais, bien. ouais, c'est bien. Et Mm. elle m'a dit, il y a un moment, j'ai osé, je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous avec lui, je vais discuter. Elle dit, j'aurais jamais fait ça avant. Mm. Et donc, elle est allée le voir, elle a eu un entretien. Alors d'abord, il a dit, oui, oui, je vous prendrai en entretien, puis plus de nouvelles. Et Ouais. puis les semaines passaient, puis il s'est dit, bon, voilà, c'est terminé. Puis à un moment, il l'a convoqué. Et puis là, elle m'avait téléphoné avant, je me souviens, elle tremblait, elle me disait, ouais, mais s'il me fout dehors. Je lui ai dit, écoute, la situation est suffisamment épouvantable, donc Ouais. s'il te met dehors, dans le fond, à la limite, Limite, c'est un euh, soulagement. ça t'amènera, toi, à réfléchir, faudra que tu regardes les choses, parce que tu Ouais. peux pas dépendre de ce genre de situation. Et donc, elle a eu un entretien avec lui, ils ont longuement discuté, et puis, alors là, elle était sidérée, parce que le gars, justement, lui a dit, écoutez, je comprends ce que vous me dites, parce qu'elle lui a dit, écoutez, nous, on peut plus travailler dans ces conditions pareilles, des conditions vous nous mettez la pression. Elle dit, moi, j'adore mon travail, j'ai vraiment envie de continuer à travailler comme ça, mais voilà. Et puis là, il s'est livré. Il lui a dit, voilà, moi j'ai des pressions de la part de mes supérieurs, on Mm. est constamment sous pression, donc on est tendu, stressé, il faut que ça fonctionne et tout. Nous, on a des exigences de résultats au-dessus de nos têtes. Et donc voilà, et il lui a expliqué. Et là, elle a vu un être vraiment humain, un humain qui se livre. Et à partir de ce jour-là, c'était fini, il ne l'embêtait plus. Par contre, il Mm. continuait à emmerder les autres. Donc il fallait qu'elle fasse pareil. Ouais, quelque part, il avait encore quelque chose à traiter lui aussi. Mais Oui, oui, c'est souvent ça. Hein, parce que l'exemple que tu donnes est vraiment super intéressant. C'est de vivre en fait quelque part à la place de l'autre pour prendre conscience de qu'est-ce qu'il peut vivre et puis voir derrière ces pelures d'oignon l'être humain qu'il est réellement. sauf, sauf cas pathologique, mais là on parle de Ouais, sauf pathologie. capotologie, mais ça Mais c'est encore bien autre chose. sûr que, parce qu'à ce moment-là, on peut rien faire et on Mm. va pas faire la psychothérapie de la Non, personne où il vaut mieux partir à ce moment-là. Il faut faire le choix de ouais, s'en aller parce que voilà, on n'est pas des saints non plus. On va pas attendre que la personne elle se nous transforme. On en détruisent a là, pour ouais. Mm. voilà, on en a pour quelques vies sinon. Et Ouais. donc, mais et c'est pour ça que c'est important. Il faut se respecter soi-même. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette saine relation avec soi, d'avoir du respect pour soi, de l'amour pour soi même, de l'amour, de la compassion pour soi, parce que à ce moment-là, on n'acceptera plus ces mauvais traitements. On n'acceptera plus ces mauvais traitements et on sera beaucoup plus capable, ce qui est extraordinaire, parce que la notion d'amour est assez mal comprise dans notre culture. On voit quelque chose d'affectif, ça n'a absolument rien à voir, Mm. parce que au contraire, plus on a d'amour, plus on a d'audace. Parce que ça Ah, c'est crée de la intéressant cette confiance. phrase-là. Ouais. Ouais. Ça donne de l'intrépidité, de l'audace. Parce qu'il y a un psychiatre qui un jour disait, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et c'est vrai que quand on aime les gens, bah, on n'a plus peur. On peut imaginer justement que ce sale type, qu'on croit à un sale type, c'est notre frère. On Mm. n'aura pas le même rapport. On va oser lui dire justement des Ouais. choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est développer ce sentiment de fraternité avec les autres. Parce que là, on commence à oser dire des choses. Mm. Et moi, je vois moi-même dans ma progression, c'est extraordinaire. Je découvrais que ben voilà, je me permettais de dire des choses que j'aurais jamais osé dire avant. Ça commence par se respecter aussi soi-même, ce que tu as dit il y a quelques Indispensable. instants là. C'est clair que si tu te respectes pas, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu te fais toujours à quelque part écraser, et puis Ouais, tu ne fais pas face en fait tout à fait. à la personne ou Ouais. à la relation qui est gênante. Donc c'est vraiment Quand- super important ça. Bah oui, mais quand on ne fait pas face, c'est justement parce qu'on a peur. Ouais. On a peur, et ça veut dire qu'on donne une supériorité à l'autre qu'il n'a pas. Mm. On lui donne le L'autre peut pouvoir. avoir. Oui, et on fait. Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut faire la distinction entre la fonction de la personne et l'être.
Et c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai amené cette personne justement à voir l'être. Et ça aide. Les gens me demandent souvent, mais comment vous faites? Vous avez jamais le trac en public? Mais parce que je vois des êtres humains qui aspirent au bonheur comme moi. Ouais. Donc j'ai aucune raison d'avoir peur. Par contre, si je commence à voir justement, mais ça, bon, j'arrive même plus à le faire maintenant, mais je m'occupe de la fonction, celui-là, il est directeur de machin, Mhm. etc. Mais on s'en sort plus. Et dans mes stages, d'ailleurs, les gens viennent, moi, ils ne se présentent pas. Comme ça, personne ne sait. Et c'est extraordinaire de voir, parce que moi, je le sais, mais de voir justement une femme de ménage s'adresser à un grand directeur d'une multinationale, c'est Mhm. extraordinaire, qui lui parle comme si c'était quelqu'un que connaissait depuis toujours. Et ça, c'est excessivement puissant, hein. Moi, je l'utilise aussi de plus voir en fait la fonction, mais l'être humain qui Tout à est fait. là. Et ça change complètement la relation, quoi. C'est quelque part une relation d'égal égal, même si en effet il y a un niveau hiérarchique, et puis on comprend bien que dans une entreprise, il y a des donneurs d'ordre et puis des personnes qui vont exécuter ces ordres. Mais au-delà de ça, c'est toute une mécanique qui se met en place et qui fonctionne très très bien. Le simple fait de dire, ok, ouais, c'est un humain, il a un boulot à faire, je comprends ce qu'il a, maintenant je me respecte, hein, j'ai mes valeurs, Exactement. et si ça collabore pas avec mes valeurs, ben voilà, je lui dis. Tout à fait. Et c'est d'autant plus que, justement, plus on arrive à voir l'être humain, plus on va en même temps respecter la fonction. Parce Oui, que c'est parce qu'on la sa comprend. position. Et si les gens. D'ailleurs, moi, je suis intervenu plusieurs fois dans des entreprises comme ça, où j'essayais d'amener l'un et l'autre à voir chacun sa fonction. Hmm. Même le subalterne, que je leur montrais que justement, attention, ça ne fait pas de vous un être supérieur ou inférieur parce que vous avez une fonction particulière. Vous avez une valeur qui est inhérente à votre nature, ce que vous êtes réellement, et ça ne doit pas justement entacher cette Hmm. valeur. C'est encore une fois, c'est une fonction, elle est respectable parce qu'effectivement, quelqu'un qui a des responsabilités, des fois, c'est particulièrement lourd et difficile à gérer. Et quand on voit justement que les subalternes comprennent justement le poids des responsabilités, eh bien, il y a un respect qui Ouais. s'installe. Et quand justement le supérieur hiérarchique aussi comprend ces subalternes et on leur montre qu'ils doivent avoir du respect, puisque c'est grâce à cette équipe que lui, il a sa position, eh bien, ça change complètement le rapport. Oui, oui, c'est tout à fait exact, hein. Pour l'avoir vécu justement, ça, c'est flagrant le changement qu'il y a quand il y a une compréhension de l'humain et puis de la fonction. Et quand on détache les deux, c'est vraiment Ouais. exceptionnel. Et en termes de rentabilité d'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace. Parce que là, Ah oui, oui. il y a plus cette barrière de ah, fait chier ce chef, là, il m'emmerde, là. Non, c'est ok, Et puis il a une on est dans fonction et puis go. oui, et puis on est à ce moment-là dans un rapport complètement infantile Ouais. voilà, on est dans la plainte, et ça règle rien du tout. Donc il faut passer justement à cette étape plus adulte, plus mature, si on veut vraiment se libérer. Parce que tant qu'on reste dans ce qu'on appelle je ne sais plus comment ça s'appelle cette thérapie, dans notre état enfant, ben, en fait on subit, on s'affirme pas. Et on peut pas résoudre le problème. Hmm. L'adulte, il résout, il cherche des solutions. Il résout le problème. L'enfant, lui, subit. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, des gamineries. Il va se plaindre, voilà, il va faire C'est ça. des coups tordus, il va faire des choses comme ça, voilà, des mesquineries, ce genre de choses, parce que l'enfant, il va essayer d'attirer l'attention. Hmm. L'adulte, lui, il va vraiment prendre la situation à bras le corps en disant maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Hmm. Voilà, Communication non violente, hein. ah mais oui, complètement. Hmm. Complètement. Mais on n'a plus, justement, dès qu'on entre dans cette phase adulte, on n'a plus de raison d'être violent. Hmm. Parce qu'on est dans le respect mutuel. On respecte la fonction de l'autre, même si l'autre, il est prisonnier de sa perception. Mais justement, on se laisse plus affecter, donc on se laisse plus abuser. Et donc, nous, quand on se met dans une position d'adulte, quelque part, on invite l'autre à faire la même chose. Hmm. Donc si on parle de niveau vibratoire, comme certains l'appellent, plus notre niveau vibratoire est élevé, plus on aide l'autre à s'élever. Hmm. Donc on est à des registres, on est sur le même registre. C'est là où justement la relation se met en place, hein, avec beaucoup de respect, respect de soi-même bien évidemment, mais aussi respect de l'autre et des problèmes qu'il peut avoir au quotidien, comme tu l'expliquais très justement là avec l'exemple que tu donnais, quoi. Tout à fait. Mais moi, il m'arrive régulièrement d'avoir des personnes, justement, au téléphone ou même des fois en face, elles sont prêtes à partir dans la colère. Ouais. Mais je les laisse pas partir parce que je reste justement dans ma position adulte. Elles voient que je les écoute. Et c'est extraordinaire. Elles perdent leur raison de se mettre en colère. Et je les écoute, je leur dis, ben voilà, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe? Quand elles sont en colère avec toi, enfin contre toi ou dans une situation?
Non, ben, parce que je vois bien, d'abord, c'est jamais contre moi. Hmm, Quand une personne est en colère, et c'est pour ça que c'est important, il faut jamais le prendre pour soi, c'est ça, ouais. c'est que la personne, justement, elle est prise dans son Elle vit une histoire, en frustration, réalité. ouais. C'est ce Hmm. qu'elle projette sur la situation. Elle s'est fait, bah, je sais pas, c'est quelqu'un qui réussit pas à télécharger le document qu'elle a acheté, Hmm. et puis elle s'est laissé monter elle laisse monter la sauce, et puis quand elle téléphone, elle est à la limite de l'ébullition. Ouais, Elle dit, moi, l'explosion. et puis elle a quelqu'un en face d'elle qui l'écoute. Voilà, c'est Ça ça. te désarme tout de suite. C'est ça, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, c'était vis-à-vis de toi, enfin d'une situation, mais en tout cas qui te Ouais, mettait comme acteur dedans. Et en effet, le fait de rester calme et impassible, ça désamorce une colère, c'est ouais, flagrant. tout à fait. Et puis, quand une personne, je sais pas, elle est énervée parce qu'elle a pas. Je dis oui, tout à fait, je comprends, c'est vraiment pas drôle du tout. Ben, Mm. qu'est-ce qui se passe? La personne, elle Ah ouais, arrête. elle n'a plus rien à dire, Ben, ben, puisqu'on va dans son ben, sens, on mais l'accompagne. oui, justement, puisque on l'écoute, elle se sent écoutée. Mm. Donc, quand quelqu'un est agressif, d'ailleurs, je crois que étymologiquement, le terme agressivité, ça veut dire aller vers. Donc la D'accord. personne, elle va vers nous, elle communique. Donc Mm. c'est à nous à ne pas nous laisser blesser, nous laisser affecter et de savoir écouter cette personne. Bon, il y a des personnes, évidemment, qui sont carrément ingérables. Parfois, il faut savoir trancher. Et Ouais. c'est là où on a besoin justement du discernement. Bon, ça s'acquiert avec l'expérience et à la pratique. Il n'y a pas de truc pour l'acquérir, c'est l'expérience. On apprend à faire preuve de discernement. Et là, on voit à qui on a affaire et on ne va pas perdre de temps avec. On voit tout de suite la personne, on lui dit, écoutez, je vois bien que c'est compliqué pour vous, on va arrêter là et puis on coupe court, quoi. Et les personnes, on leur dit, bon, écoutez, on va vous rembourser, je vois que c'est compliqué pour vous. Ouais, c'est ça. Il y a un moment ou un autre, il faut laisser tomber l'affaire, quoi, parce qu'on ne peut pas régler, et puis Oui, puis on perd de l'énergie voilà, c'est inutilement. ça, c'est ce que j'allais dire, on perd de l'énergie, et puis il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc en effet, faut laisser passer. Oui, alors c'est justement, et ça c'est intéressant cet aspect, parce que je vois justement dans des relations, ça peut être des relations de couple par exemple, on voit des personnes qui s'obstinent parce que elles ont peur, elles sont dans l'attachement, elles Mm. ont peur d'être abandonnées, elles ont peur d'être seules, elles ont peur, eh bien c'est pas grave, elles vont subir, elles vont rester, elles vont s'attacher à une relation qui est vraiment invalidante, qui Mm. peut pas être constructive. Et alors que à ce moment-là, l'évidence c'est qu'il faut arrêter. Ouais. C'est d'ailleurs Mathieu Ricard qui disait, une de mes amies l'avait rencontré parce qu'elle était aux prises justement à une relation comme ça compliquée et difficile. Il lui a tout simplement répondu, quand la somme des souffrances que l'on vit ensemble dépasse de loin la somme du bonheur qu'on a à être ensemble, là il faut arrêter. Bah, c'est clair. Ouais. Ça c'est le critère. Donc c'est pas le but, c'est justement pour paraphraser un de mes amis psychothérapeutes qui disait toujours à ses clients, mais on n'est pas là pour s'emmerder, hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Voilà. Le but, c'est le plaisir, c'est le bonheur, voilà, c'est de partager des choses agréables, c'est de temps en temps, aucune relation n'échappe à des moments de conflit, de Ouais. difficulté, de désaccord. Mais le conflit, c'est rien, parce que je vois des gens qui paniquent parce que ça y est, ils sont en conflit. Je dis, mais c'est rien, ce qui compte, c'est de le dépasser. C'est ça, et puis c'est une communication aussi, le conflit. Ça permet de mettre sur la table des problèmes, et puis bah, voilà, quand on est en mode adulte, bah, on règle, on trouve les solutions. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc Je- voilà, J'aime bien ce que disait Mathieu Ricard, là, quand la somme des problèmes, etc., dépasse la somme du plaisir. En effet, il est grand temps de se oui, parce que séparer. Mais ça n'a plus de sens. Et ça voilà. s'applique dans le travail, ça s'applique dans tout. Oui, ça s'applique dans le travail. Alors, il y a des gains secondaires par rapport à ça. Par exemple, quand on parle du travail, tu as un patron qui est pénible comme c'est pas possible, donc tu peux le tolérer un certain temps, mais il y a un moment où en effet tu as largement dépassé la somme du désagrément, mais tu es encore pris là-dessus parce que tu peux pas, pour des raisons diverses, quitter cet emploi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut quand même quitter, se dire non, tant pis, bah voilà, je vais peut-être me retrouver dans la rue, mais je vais quitter cette relation. Non, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, là, on accepte consciemment la souffrance Hmm. pendant un moment, en se disant, je vais préparer ma sortie. C'est-à-dire que maintenant, C'est c'est ça, décidé, ok. je m'en vais, mais il faut que je prépare ma sortie. C'est-à-dire, on va Hmm. pas se mettre non plus en danger. Parce que comme justement, on se respecte, à ce moment-là, on va se dire, bon, je vais pas me partir tout de suite, sauf si j'ai les moyens ou les réserves. Mais comme on le dit justement à ce moment-là,
c'est compliqué, c'est difficile, j'ai une famille à nourrir, etc. Mais je vais préparer ma sortie. Et c'est là où justement la confiance en soi est indispensable parce que on va voir, on sait qu'on a des ressources, on sait qu'on a des capacités, qu'on est capable de construire tout à fait autre chose, et donc on est capable de partir. Là, on est justement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette autonomie pour ne pas justement souffrir de. La relation, elle ne doit pas se vivre dans la dépendance. Et quelle que soit la relation au patron, on ne doit pas dépendre de son patron. Je vois des personnes justement qui sont dans le désarroi complet parce que du jour au lendemain, l'usine ferme. Hmm. Ils vivaient avec l'idée que ça ne pourrait jamais Ouais, ça, arriver. pourrait pas. Mais tout est possible. C'est pour ça qu'il faut. C'est important. Là, on retrouve ces notions dans le bouddhisme, par exemple, puisque on médite sur la permanence. On sait que tout change, tout se transforme. Ouais. La vie est une transformation perpétuelle. Donc, on ne sait pas. Peut-être que notre relation va pas durer aussi. Peut-être que l'autre peut avoir un accident. Il peut y avoir des milliers de raisons qui vont faire que cette relation va s'interrompre. Dans notre travail, c'est pareil. Personne n'est à l'abri. Et je pense que quand ça arrive aux gens, les gens, effectivement, se disent, ils vivaient, ça m'arrivera jamais. Mais si, ça peut nous arriver. Hmm. Et je pense que ça, c'est important de l'accepter, d'accepter. C'est d'ailleurs Benjamin Franklin qui disait, je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je ne suis Ouais. jamais déçu. Hmm. Et je pense que ça, il faut l'accepter parce que ce sont des faits de la vie. Et les gens sont complètement désarmés quand ça leur arrive. Moi, je pense que aucune entreprise, et encore plus aujourd'hui maintenant, parce qu'on voit cette impermanence, à quel point elle est Ah oui. présente quand on voit toutes les entreprises qui ferment, on n'a plus la certitude de vivre longtemps dans la même entreprise. Donc c'est là où il faut justement, au lieu d'investir notre confiance à l'extérieur, il faut investir la confiance en Hmm. nous. C'est-à-dire dans nos capacités justement à reconstruire autre chose. Je suis capable de créer un autre emploi, je suis capable de peut-être même justement de créer mon emploi moi-même. Ouais, c'est à mon propre emploi. Voilà. Je suis capable de retrouver une autre entreprise parce que j'ai suffisamment confiance en moi, etc. Parce que quand j'entends les gens qui me disent ouais, mais aujourd'hui c'est la crise, c'est machin, c'est difficile de trouver du travail, mais non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui y arrivent. Et ils sont pas forcément plus intelligents que les autres. Simplement, ils ont peut-être un peu plus confiance en eux. Hmm. C'est ça, et puis il y a l'envie d'entreprendre. Ça, c'est attaché à la confiance en soi. Le fait Oui. de lâcher prise d'un endroit qui est désagréable et puis hop, se lancer quelque part dans le vide. C'est Tout à vraiment fait. très très rattaché en fait, oui, à cette confiance à soi, à cette estime de soi, quoi. Et ça, c'est vrai dans les relations, même les relations de couple. Combien je Ouais. vois de personnes, mais qui subissent, c'est épouvantable, hein. Ils subissent leurs relations, ils vivent des années, et après, ça devient une espèce de relation larvée où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus Ouais. rien, on sait même plus pourquoi on est Ouais, ensemble. ça en vieillit ensemble, quoi. Voilà, et c'est dramatique, parce que les gens, ils ont peur. Combien de fois j'ai entendu ce dialogue, mais je trouverai plus personne après. Mais je lui dis, mais ça va pas. Il y a des personnes même à un âge avancé qui se remarient. Ouais. Moi, j'ai eu parmi mes clients d'une personne de 75 ans qui se remariait. Je trouve ça Bah extraordinaire. oui, oui. Donc, il y a pas d'âge, il y a pas, ça dépend pas de l'extérieur, encore une fois. C'est justement parce que des personnes manquent d'estime d'elles-mêmes. Encore une fois, on revient à cette relation Hmm. qu'on a avec soi-même. C'est vraiment la relation qu'on doit soigner. C'est la première, j'ai même envie de dire la première et la seule qu'on doit soigner. Le reste va en découler. Ouais, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au tout début, hein, la relation à soi-même, d'ailleurs que j'avais complètement oublié dans ma liste de Oui, relations, et merci de me l'avoir rappelé, parce que celle-là est quand même assez énorme. En effet, on vit avec soi-même toute sa vie. Là, on vient de voir un petit peu la relation de hiérarchie où on dépend quelque part, même si en effet, il faut éviter de dépendre de cette relation, donc soit patronale, soit dans un couple, mais il y a aussi cette relation que l'on a vis-à-vis de nos enfants. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu nous qui avons ce niveau hiérarchique élevé et l'enfant qui est quelque part subordonné. Euh, alors, j'emploie des termes un petit peu quelque part provocateurs ou d'entreprise, mais comment se passe justement cette relation? Parce qu'elle est un peu différente, elle est même d'ailleurs largement différente. elle est un peu différente, oui et non, mais en même temps, elle nous renvoie à la relation que nous avons avec notre enfant, avec L'enfant notre intérieur. enfance. Hmm. C'est pas par hasard. Et c'est pour ça que des fois, par erreur d'ailleurs, on voudra éviter de faire subir à nos enfants ce que nous on a subi. Et qu'est-ce qui se Très passe? souvent C'est une ça. catastrophe. Ouais. Moi, je connais quelqu'un, j'ai une très bonne amie qui, parce que elle a souffert d'une enfance rigoriste où elle avait rien le droit de faire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'extrême inverse, elle a laissé faire ses enfants. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'autorité. Hmm. Il n'y a aucune autorité, donc les enfants ne développent pas de structure. Et donc aujourd'hui, tous ces enfants sont en échec. Parce que justement, il y a ce manque. Et là, on va revenir à ce qu'on peut appeler des fondamentaux. Euh,
on retrouve justement cette base dans la psychologie de Jung, entre autres, quand il parle du féminin, du masculin qui est présent en nous. On retrouve ça dans les philosophies orientales, le yin et le yang. Il faut qu'il y ait justement cet équilibre entre le yin et le yang. Il faut qu'il y ait cette présence. Il y a une saine autorité, c'est le côté masculin, et la douceur, et l'harmonie, l'écoute, etc. Eh bien, on revient encore à cette relation avec nous-mêmes. Il faut qu'il y ait ces composantes en nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà deux choses. J'ai vu souvent, alors on va parler d'abord, avant de parler de la relation à l'enfant, on va parler de la relation avec nos parents. Et ça, c'est très important, parce que justement, c'est celle qui affecte notre relation avec justement nos enfants. C'est complètement lié. Et on va voir même d'ailleurs que c'est une relation même transgénérationnelle. On trimballe des choses comme ça. On va revenir à ces histoires de mémoire qu'on porte, etc. Parce qu'il y a des choses qui nous ont été transmises de génération en génération, qui nous ont empêchés de révéler ce que nous sommes profondément. Et souvent les gens m'ont dit, mais voilà, j'ai des difficultés avec mes parents, etc. Je dis oui, parce que vous continuez à voir vos parents comme vos parents. Avant d'être vos parents, fondamentalement, ce sont d'abord des individus à part entière qui aspirent au bonheur. Et je leur dis ce que vous allez faire, justement, et là il y a les pratiques, on peut utiliser encore une fois la méditation comme base. Je leur dis que vous allez penser à vos parents, et là aussi vous allez essayer de les voir non plus comme vos parents, la fameuse fonction, non plus comme vos parents, souvent qu'il y a beaucoup d'attachement, mais comme des êtres, comme des individus à part entière. Donc vous allez vous détacher, arriver à essayer de vous efforcer à les voir vraiment comme des êtres à part entière. Essayez d'imaginer avant votre naissance, vous n'étiez pas là. Et vos parents, justement, n'étaient pas parents. Ce n'étaient pas vos parents. Donc, ils avaient justement les tracas, les soucis. Et là, vous pouvez faire la même chose. Imaginez vos parents en tant qu'enfants, etc. Ça, vous avez du mal de le concevoir. Et c'est extraordinaire comment ça change d'un seul coup. Les gens me disent, ah oui, mais j'avais pas vu ça. Je dis, oui, là, ils sont passés. Et vous pouvez aussi en même temps voir, vous qui êtes parents maintenant, les tracas que vous avez, qu'ils ont eu, ils ont eu les mêmes. Ils sont souciés pour vous. Alors, vous pouvez, là aussi, dans ce fameux aveuglement, où je ne vois plus que les blessures qu'ils m'ont infligées. Mais c'est des blessures qu'ils ont infligées malgré eux, parce que eux, ils ont subi la même chose. Et il faut arriver à se détacher de ça, parce qu'ils n'ont pas fait que ça aussi. Il y a tout ce qu'ils nous ont apporté, tous les moments de bonheur, ils nous ont mis un toit sur la tête, ils nous ont donné à manger, etc. Parce qu'on a notre champ de conscience qui se rétrécit, et qui souvent, on peut être particulièrement ingrat à l'égard de nos parents. Parce que moi, mes parents étaient alcooliques, j'ai vécu Zola, mais malgré ça, j'ai été capable de voir le côté, c'était des braves gens dans le fond. Et j'ai beaucoup pardonné, j'ai aimé, j'ai respecté, et je respecte la fonction de parent. Et puis, d'une certaine manière, malgré moi, je suis ensuite devenu parent quand j'ai commencé à enseigner. Parce que quelque part, j'avais cette fonction d'enseignant, de transmission. Et là, alors il y a un point sur lequel on va venir, justement, en tant que parent, c'est qu'on a une autorité à assumer. Dès l'instant où on a choisi de devenir parent, on a choisi aussi la responsabilité que ça implique. Et ça, c'est important, parce que moi, je vois, quand j'ai commencé à transmettre et enseigner, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais du mal avec la responsabilité. Et donc, le jour où j'ai assumé cette responsabilité et tout ce que ça implique en tant que guide, que coach ou enseignant, eh bien, j'étais beaucoup plus à l'aise, c'était plus facile. Donc, j'étais capable de beaucoup plus facilement trancher, pas de sanctionner, mais d'une manière de dire, écoutez, si vous avez envie d'aller par là, ça vous regarde, mais avec moi, ça ne marchera pas. Et en tant que parent, c'est pareil. Il y a un moment, on doit assumer aussi cette fonction de parent, parce que, quelque part, l'enfant l'exige de nous. Il le demande parce qu'il demande ses repères. Quand il vient nous provoquer, il essaie de voir justement, comme on dit, il cherche ses limites. C'est pas tant ses limites, il demande une structure. Il demande un cadre. Il dit, dis-moi où est-ce que je fais des erreurs. Mais si nous, on est dans le brouillard, comment on va l'éclairer? Donc, un parent qui ne s'aime pas, ça va être très difficile pour lui d'aider son enfant, parce que quelque part, le parent, il est là pour, donner cette liberté à l'enfant, cette liberté d'être lui. Mais pour ça, il faut que le parent, il ait fait cette démarche. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de nous réaliser nous-mêmes. Ça, c'est vraiment le plus grand cadeau. Et ça, c'est le travail de fond qu'on doit faire. Donc, l'enfant, il va nous ramener à nos propres carences, à nos propres blessures, à nos propres manques. Et bien, quelque part, disons merci à nos enfants. Ça m'a bien fait chier. Mais c'est pas l'occasion de réviser la copie. Peut-être que je manque d'autorité. Peut-être que je manque de douceur, par contre.
peut-être que je manque d'ouverture, peut-être que je manque de compréhension, peut-être que je suis un peu trop rigide, et l'enfant me le fait savoir. Peut-être que justement, je manque de cette souplesse. Et l'enfant, il est là pour me dire justement. Mm. C'est très intéressant, hein. En effet, cette relation, depuis tout à l'heure, on voit les différentes relations et en fait que ça nous ramène à Toujours nous, à nous-mêmes. toujours à nous-mêmes, hein. C'est une éducation, l'enfant, hein. C'est d'abord l'éducation, c'est notre Ouais. éducation. On est renvoyé à notre propre éducation. Finalement, on a reproché tas de choses à nos parents, mais on va voir combien on les projette. Parce qu'on les perpétue Mm. malgré nous. C'est pour ça que c'est pas. Il y a souvent, j'entends les gens dire c'est à cause de mon éducation. Non, c'est pas à cause de votre éducation. Parce que c'est pas de la faute à vos parents. Vos parents, ils n'ont fait que transmettre ce qu'on leur a transmis. Il y a un moment, vous devez accepter justement de rompre cette chaîne de transmission. Mm. Et et c'est là où cette démarche d'accomplissement personnel est indispensable parce qu'elle va nous aider justement à révéler ce que nous sommes et à nous détacher de tout ce qu'on a reçu qui n'est pas très heureux. Donc on va remettre évidemment l'éducation de nos parents Ouais. en question et c'est normal, mais remettre l'éducation en question, ce n'est pas remettre en question nos parents eux-mêmes. C'est ça la grosse différence et puis le gros, comment ça s'appelle, par rapport à l'éducation judéo-chrétienne où tu remets pas en cause tes parents, tu remets pas en cause l'autorité, c'est un gros travail parce qu'en effet C'est là, indispensable. tu remets en cause ce qui s'est passé pour justement voir, hein, ce qu'il y a derrière et voir la vraie personne et pas Oui, parce que forcément la fonction. quand on remet en question l'éducation, on a très peur d'être, on va se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'on est tellement sous le joug, justement, de cette autorité. C'est comme euh, voilà, mais c'est pas très heureux et c'est pas sain. On n'est jamais en paix. Mm. Donc, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est de se dire, est-ce que je veux une vie heureuse et épanouissante? Et à ce moment-là, ça implique que je dois me débarrasser de tout ce que je porte en moi, justement, qui invalide Mm. cette paix, ce bonheur. Gros travail, et c'est ça qui fait souvent des freins justement à l'épanouissement des personnes, c'est Ouais. la peur quelque part de perdre tout ce qui, tout leur ressenti, toute leur façon de voir, hein, pour en Ouais. fait avancer vers quelque chose encore de mieux. Tout à fait. Tout à fait. C'est, On est des êtres en progression. C'est important de le reconnaître. On est des êtres en progression, on n'arrête pas de progresser, et cette progression passe par ce qu'on appelle des crises. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des crises de croissance. Ce ne sont que des crises de croissance. On passe par des crises de croissance. Et quand on parle de l'adolescence, etc., mais ouais. il y a beaucoup d'adultes qui sont encore justement dans l'état d'adolescence. Et il faut en sortir, il faut être capable de se libérer de ça si on veut vraiment le bonheur. C'est l'adulte qui est capable de construire, de créer, d'inventer, et qui est libre. L'état adulte, c'est ça. Mm. On n'est pas dépendant. On est autonome, on est libre, on est capable de créer et on est capable justement de se remettre en question aussi lorsque c'est nécessaire. C'est ça, toute la puissance. La crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de l'adolescence, hein, c'est tous des paliers en fait dans lesquels on évolue. Ah oui, tout à fait. Et puis, je vois aussi, comme disait une de mes amies thérapeutes, à la cinquantaine aussi, on passe en revue toute notre vie, hein. Mm. On revisite en fait toutes les étapes de notre existence. Mais c'est extraordinairement salutaire. Souvent les gens ont peur de vieillir, mais au contraire, moi j'avoue à mon âge aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est une étape de la vie qui apporte énormément de sérénité, énormément, à condition bien sûr de faire une démarche. Ouais. Parce Oui, que parce que c'est pas. il va y avoir des personnes qui en effet ça va peser d'arriver à la cinquantaine et puis là ça va être toute une tristesse, le monde s'écroule et puis d'autres en effet c'est Ah waouh, bah, super. tout ce qu'ils n'ont pas accepté, Ouais, ils vont le prendre en pleine poire. ouais, Voilà, cette démarche qu'on a refusé de faire, mais la vie, et pourtant, sans avoir en train de nous dire, nous renvoyer devant justement nos difficultés, on veut pas les voir, on veut pas, on veut pas, ouais. on veut pas. On est dans ce refus, et c'est parce qu'on est dans le refus qu'on souffre. Ouais. C'est C'est pas pour autre super chose. important de ce que tu dis là. C'est parce qu'on est dans le refus que l'on souffre. Et c'est vrai que quand on commence à s'ouvrir et puis à accepter, à accueillir ce qui arrive, à prendre sa part de responsabilité, eh ben, ça devient Ouais. beaucoup plus facile pour tout le monde. Il reste pardon, 15 minutes. Et Ouais. puis tu sais, à la fin des émissions, on donne des clés. Décidément. Excuse-moi. Donc, si on faisait une petite synthèse de ce qu'on a pu un peu discuter, on a vu un petit peu les relations hiérarchiques, mais en fait tout ça au final, aussi bien professionnel que privé, que couple, que parent-enfant, mais tout ça au final revient à une seule chose, c'est que la relation principale et primordiale, c'est avec soi.
Ah oui, c'est incontournable. C'est incontournable parce que ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Mm. Toutes les relations qu'on vit, qu'on le veuille ou non, en fait, nous renvoient à nous-mêmes, nous Mm. renvoient à nos faiblesses, à nos fragilités, à nos peurs, à nos doutes, à nos carences, à nos manques. Mm. Et ça nous montre à quel point on n'est justement pas libre, on n'est pas autonome. L'autre, finalement, nous rappelle justement notre absence de liberté. Ah. Parce que la liberté rime avec sérénité. Je vois bien à quel point ça m'affecte. Donc ça montre, l'autre est juste en train de me montrer que je ne suis pas Mm. libre. Parce que si j'étais libre, quand l'autre me balance un mot malheureux, ça ne devrait pas m'affecter. Ouais, Parce ça que devrait juste. voilà, C'est- je veux dire, tiens, bon, il est fatigué aujourd'hui, il n'est pas très en forme, ou je vais le questionner sur les raisons qu'il a de m'insulter. Parce que je vois, justement, quand on est dans cet état adulte, on voit que l'autre est en souffrance. Parce que s'il cherche à nous provoquer, c'est de la Mm. souffrance. S'il était heureux, ben, il n'aurait pas besoin de chercher à nous blesser. Mais si on est dans l'état adulte, c'est-à-dire dans la liberté, on se laisse pas affecter. Donc, moi, encore aujourd'hui, si je vois que justement que ça réveille des choses, je me dis, ah, tiens, Intéressant. C'est quelque chose à voilà. travailler. Mais oui, quelque chose justement sur lequel je peux mettre de la lumière pour Mm. enfin me libérer de ça. On va partir sur les clés, Bruno. Si on prenait la première clé de base qu'il faudrait pour pouvoir justement arriver sur une belle relation avec les autres, mais aussi avec soi-même, ça serait quoi? L'amour. L'amour? L'amour. Alors là, il faut bien faire la distinction Ouais. parce que quand on parle d'amour, justement, souvent c'est lié à l'attachement pour la plupart des gens, c'est l'amour affectif. Ouais. C'est-à-dire qu'on est attaché. L'amour ne doit pas faire souffrir. Si on perd quelqu'un, on ne doit pas souffrir. Si l'autre s'en va, on ne doit pas souffrir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, tout ça. Je sais bien que c'est pas si facile que ça. Mais c'est juste pour faire la distinction entre ce qu'on appelle l'amour affectif, qui en réalité est de l'attachement, et l'amour qui Inconditionnel? construit la relation sur le fond, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Mm. Et ça, c'est très important, et c'est ce vers quoi on doit tendre. C'est-à-dire que même mon compagnon, la personne qui m'est le plus proche, je dois être capable de l'aimer inconditionnellement, Mm. avant toute chose. Il va se mêler de l'amour affectif, c'est-à-dire que le jour où il part, où il me quitte, eh bien, je vais en être affecté, mais plus je serai de l'amour affectif, plus vite je serai capable de me remettre sur pied, Inconditionnel. inconditionnel, Amour inconditionnel. dans l'amour inconditionnel. Mm. Donc très vite, je vais retrouver mes bases et être capable de reconstruire autre chose. Mais si je suis dans l'amour attachement, Ouais. je vais avoir du mal à me remettre. Et là, on le voit, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se remettre. Ils mettent pas seulement des mois, mais parfois des années. Je vois des personnes, elles sont toujours pas remises d'une relation qu'ils ont vécue il y a 4 ans ou 5 ans. Et elles n'arrivent pas à envisager leur relation sans l'autre. Mm. Donc on voit qu'il y a un très très fort attachement. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Mm. C'est vraiment, il faut bien faire la distinction. À titre d'exemple, moi j'ai fait de l'accompagnement au mourant de manière bénévole. J'étais encore relativement jeune. Et moi, ça m'a interpellé. J'ai vu une femme, on l'avait appelée parce que son mari était en train de mourir. Donc on lui a dit, voilà, c'est la fin. Et elle s'est retirée dans la chambre avec lui. Et quand elle est ressortie, elle était rayonnante. Et nous, on se disait, on ne comprend pas, alors qu'il venait de mourir. Il est mort dans ses bras. Et elle a dit, mais... et bon, j'ai appris plus tard que c'était une grande pratiquante. Elle a dit, mais on s'est tellement aimé toute cette vie, Ah. qu'il n'y a aucun regret, et ça ne laisse aucune trace. Et je la voyais, mais elle était en paix, elle était rayonnante. Mm. Et là, même au moment de la mort, elle aimait encore son mari, son compagnon. Et j'ai trouvé ça, mais moi, je me suis dit, j'ai envie de réaliser ça. C'est vraiment, moi, pour moi, ça a été un modèle. Mm. Et donc là, on n'est vraiment plus dans l'attachement. Alors ça peut paraître loin, loin, loin pour la plupart des gens. Ça peut Mm. leur paraître inconcevable. Mais si, mais on tend tous vers ça. Donc ça, c'est vraiment la clé ultime, c'est vraiment l'amour. Mm. Cultiver justement l'amour inconditionnel, la compassion. On l'entend de la voix des Ouais. bouddhistes, de beaucoup de traditions qui en parlent, mais souvent on comprend pas bien ce que c'est. Même moi, j'étais plus jeune, ça me paraissait lointain tout ça. Je me disais, mais c'est un truc impossible à réaliser. Mais si, chaque jour, un petit pas Ouais. qui va nous amener vers cet amour plus libre. La politique des petits pas. Donc la clé numéro 1, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire en fait ne rien attendre de la personne ou de la relation que tu as en face de toi, de telle Oui. sorte que bon, bah voilà, c'est net, c'est propre, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attachement affectif, Ça, c'est dans l'absolu. On sait bien que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable, alors ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, justement, de bien faire la distinction entre la fonction et l'être, justement pour ne pas être abusé. Mm. Ça, c'est très important. Même la fonction,
de père, la fonction d'époux, la fonction de mère, parce que je vois justement des personnes qui sont prisonnières de leur rôle de mère. Aujourd'hui, on a justement, on en parle beaucoup, mais ce qu'on appelle les mères toutes puissantes, Mm. c'est-à-dire qui ne laissent plus de place à leur mari, où le mari devient finalement le énième enfant de la famille. Mm. Et elle n'arrive plus à avoir cette relation de femme à homme. Et ça, il ne faut pas qu'elle se perde là-dedans, c'est très important. Et là, on voit justement dans les transformations, les changements qui ont eu, les guerres ont aussi leur rôle à jouer là-dedans, Ouais. parce que les hommes avaient disparu justement. Donc on arrive sur une population plus matriarcale. Voilà, tout à fait, parce que les femmes se sont complètement, comme le mari n'était plus là, Mm. elles se sont investies de la fonction du père, et on sait que même hormonalement, il y a eu il y a des modifications. Ok. Voilà. Et ce qui fait que et les femmes ont oublié d'être des femmes. Parce que justement, elles ont compensé ce manque. Et donc aujourd'hui, on a justement beaucoup ce qu'on appelle des mères toutes puissantes, Mm. et qui n'arrivent plus à avoir de relation justement avec l'homme, avec le mari. Et les hommes n'arrivent plus à trouver leur place. Ouais. Il faut bien comprendre que justement, cette histoire du yin et de yang, de masculin, féminin, il faut qu'il y ait un équilibre. Et quand il y a cet équilibre, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a le bonheur. Et donc, il faut arriver à trouver. Donc, encore une fois, on revient sur cette notion, cette démarche d'accomplissement personnel qu'on doit faire pour retrouver ce que l'on est réellement. La deuxième clé, donc, si je la reprends, ça serait balayer la fonction, en fait, Ouais. et se baser uniquement sur la personne. Surtout faire la distinction Ouais. et prendre conscience que c'est une fonction. Ce n'est qu'une fonction. Ouais. Ce n'est pas ce que nous sommes. Mm. Bien faire la distinction entre la fonction et ce que nous sommes. Parce que les gens sont prisonniers de la fonction. Le patron est prisonnier de sa fonction. Le chef est prisonnier de sa fonction. Je vois même des personnes, que ce soit des infirmières ou des enseignants à l'école, ils n'arrivent plus à se détacher de leur fonction. Mm. Et il y en a qui amènent leur travail à la maison aussi. Ils sont dans la fonction. Ils restent dans la De plus fonction. en plus. Hein. Ah oui, mais c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Il faut que les gens, en fait, j'ai envie de dire, pour le dire encore plus simplement, les gens ont perdu leur identité. Mm. Ils ont perdu ce qu'ils sont réellement. Ils n'ont plus de contact avec ce qu'ils sont. Ils sont pris dans des rôles, Voilà, et dans des quand on concepts, parle dans des idées. d'identité, hein, c'est vraiment l'identité au fond de soi, au fond de son Ce que cœur. l'on est Ce que l'on est fondamentalement. voilà, ça. Ce que les bouddhistes appellent la véritable nature de l'esprit, ce que Mm. nous sommes fondamentalement. Mm. Et ça, c'est très important de retrouver ce contact. Et ça, on arrivait encore à le garder parce qu'avant, on vivait au rythme du sabot du cheval, on était en contact avec la nature. Mm. On vivait avec la nature. Aujourd'hui, c'est fini. Mm. Donc on perd, parce que on dit les repères sont dans la nature, et c'est vrai. Mm. Donc il faut qu'on retrouve vraiment ces repères. Ça, c'est très important. Mm. Il faut se reconnecter. Ça, c'est vraiment la grande clé. Mm. C'est se reconnecter à ce que l'on est. Et rien à voir, parce que là, aujourd'hui, dans les démarches spirituelles, on voit tout. Ah Les oui. gens sont dans des concepts aussi, c'est extraordinaire. On assiste à des choses assez ubuesques, c'est extraordinaire. Mais là, c'est toujours du mental. On est dans la philosophie, on n'est pas dans l'être. Donc cette notion de son être, qui l'on est réellement au fond de soi, Ouais. en fait. Voilà, il faut le réaliser. Et ça, c'est au terme d'une longue pratique personnelle qu'on arrive. Beaucoup de travail personnel. On arrive à peu près 8 minutes de la fin. Est-ce qu'il y aurait une dernière clé que tu voudrais partager justement pour avoir de bonnes relations avec soi et forcément avec les autres? Mais, ouais, je raconterai une anecdote. Je me souviens quand j'allais voir, comme j'ai passé 15 ans avec un lama tibétain, et quand j'allais le voir, que j'avais les problèmes, c'était assez déroutant d'ailleurs quand j'allais le voir, parce que en fait, ils s'en fichaient complètement de mes problèmes. Pas qu'ils s'en fichaient, mais il me disait, je lui exposais un problème, il disait pratique, pratique, pratique. Ouais. J'ai envie de dire aux gens, pratiquez, 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 inlassablement. Le problème, il n'est pas à l'extérieur. Ouais. Alors, j'ai même envie de dire, oubliez vos problèmes. Centrez-vous, révélez ce que vous êtes, réalisez ce que vous êtes. C'est ça la clé, c'est ça la clé ultime. On peut travailler sur tel ou tel aspect, ça n'empêche pas, parce que quand la névrose est trop importante, ou le karma, ou peu importe comment on l'appelle, parce que les mots désignent toujours la même chose finalement, on peut spécifiquement, justement, avoir une démarche, justement, j'ai trop de colère, etc. Mais toujours sur le fond, on est ramené constamment à soi. On peut alléger la charge névrotique il y a des exercices. Moi, dans la méthode que je préconise, on propose des exercices pour justement alléger cette charge névrotique, ou ce karma, peu importe. Mais à la base, c'est toujours justement ramener à l'essence de ce que nous sommes, révéler ce que nous sommes.
Et ça, pour ça, il y a des pratiques, il y a la méditation, il y a plein de choses. Mais ça, bon, je vais pas développer ça ici, Ouais, ouais. ça prend trop de temps, mais voilà, c'est ça. Et en plus de ça, sur le web magazine, il y a un article concernant justement ce que tu dis. Et en plus de ça, tu as fait déjà une vidéo Oui, autour de ça. Donc il y aura les liens, vous pouvez aller voir sur web magazine. Vous pouvez les voir tout à aussi fait. dans la e-boutique. Enfin, sur le site, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des informations. Il reste ça.